Rebonjour. Nous allons immédiatement poursuivre cette matinée d'ouverture par les deux premières conférences de notre cycle. Elsa Dorlin va ouvrir le bal. Elsa Dorlin, qui est professeure de philosophie à l'université de Paris 8 et à l'université Columbia, et Rita Segato, qui est professeure d'anthropologie à l'université de Brasilia. Je cède donc tout d'abord la parole à Elsa. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette invitation, et je témoigne à la fois ma reconnaissance et mon plaisir d'être avec vous. Je remercie évidemment les institutions organisatrices et les organisateurs, et j'ai une pensée toute particulière pour mes collègues philosophes et nombre d'entre eux avec qui c'est vital de constituer un cercle. Voilà. Et je ne parlerai pas aujourd'hui du Brésil ou des quilombos ou de la capoeira, mais je voudrais dédier cette intervention à Marielle Franco et au maître de capoeira Moa, tous deux assassinés par les fascistes. Donc l'histoire des cultures martiales esclaves à main nue n'existe pas. Elle doit être extirpée de l'archive esclavagiste, de l'archive coloniale. Et entamer cette généalogie souterraine des pratiques de soi défensives nécessite de travailler un matériau de prime abord hermétique à la mémoire des résistances esclaves, une mémoire constituée depuis le seul point de vue des dominants, les habitants des colonies sucrières, c'est-à-dire les blancs, administrateurs, médecins, esclavagistes et leurs héritiers. En plongeant dans cette archive des vainqueurs, on peut n'y lire qu'un assujettissement systématique des populations serviles, réduites en tout point, de toutes sortes et de toutes parts à l'impuissance, mais on peut aussi en même temps y lire la peur constitutive des tenants de la plantocratie. Y compris dans leur autoglorification, transpire l'angoisse et la crainte, celle des révoltes, de l'empoisonnement, de la faillite et de la mort, suscitées par l'efficience des tensions poussées à leur paroxysme, par le rapport de force permanent, constant, dont témoigne la permanence des résistances esclaves. Et donc c'est précisément la précarité de ce rapport de pouvoir, même s'il est des plus asymétriques, qu'il faut tenir pour acquis si l'on veut faire la généalogie des résistances esclaves. C'est à cette condition qu'entrer dans les récits des vainqueurs que se fera entendre l'écho, la rumeur de la vengeance, les voix fantomales des vaincus que se feront voir les gestes, les mouvements, les échappées, les actes de courage, de désespoir, de refus, de silence, de vie, les fuites, les révoltes, quoi qu'il en coûte, et la multitude des tactiques et des stratégies martiales de préparation à l'affrontement, à l'agression, au combat, au soulèvement, et finalement à cette myriade de pratiques d'autodéfense, d'art d'autodéfense qui transpirent dans cette archive. Alors, dans tous les écrits à destination des habitants des colonies, dans tout le système plantocratique français, en fait, on ne parle pas des planteurs, mais bien des habitants, pour parler des colons propriétaires d'esclaves, étant entendu que seuls les Blancs sont considérés comme les habitants des colonies. Les autres populations ne sont pas considérées comme des êtres à part entière. Donc, dans tous les écrits à destination des habitants des colonies, on retrouve un même conseil adressé aux bons colons. Au moment d'acheter ses esclaves, ne jamais prendre plus de 2 esclaves parlant la même langue. Ne jamais prendre trop d'esclaves de la même nation, de la même communauté, de la même famille. L'habitation est une Babel mortifère. Il faut empêcher le sens, empêcher de communiquer. Il faut désaffilier les êtres, annihiler les existences, empêcher que les esclaves se comprennent entre eux, c'est-à-dire empêcher, retarder le moment de leur coalition. Toucher au langage est un premier geste de domestication. Et cette domestication est l'une des techniques d'asservissement les plus prégnantes. Aux fugitifs, aux rebelles, aux réfractaires, à la fugitive, à la rebelle, à la réfractaire,
Le premier degré de torture sera la muselière de fer. Le masque de fer est l'un des outils qui fait partie de l'arsenal répressif plantocratique. Il est utilisé sur les habitations pour punir l'insubordination, comme le marronnage, mais aussi pour empêcher que les esclaves parlent, pour empêcher que les esclaves souffrant de mélancolie ne mangent de la terre ou ingurgitent du poison. Les langues sont également coupées dans les colonies pour un geste, pour un mot, pour rien. Si l'esclave meurt une première fois en étant privé de son monde, il l'est une deuxième fois en étant coupé de sa langue, et ces mots, ces morts successives ne cesseront pas. Il s'agit de l'assujettir dans un univers où plus rien, pour elle, pour lui, ne doit faire sens. L'habitation est donc un univers de l'inintelligible, du non-sens absolu. Alors la domestication, au sens où je l'entends, suppose de rendre fou à proprement parler. Et le système esclavagiste est un système qui produit de la folie. Il faut désorienter, affoler les populations serviles et ce qu'on pourrait dire les enfoler, les rendre fous. Et cela, l'ensemble des pratiques de résistance vont précisément avoir pour condition de possibilité de résister, de faire front à ce devenir fou, de retisser du commun, de retisser du sens, ne serait-ce que pour survivre. Or ça, les colons l'ont bien compris. Donc restaurer le sens, c'est restaurer, en tout cas reconstruire ou réhabiliter un univers commun. Et c'est un certain nombre de législations et de technologies de domination vont viser précisément ces tentatives. À la fin du XVIIe siècle, dans l'édition du Code noir, pour ce qui concerne les îles sucrières, l'article 16 du Code interdit de jour comme de nuit les attroupements, les assemblées ou réunions, même festifs, d'esclaves appartenant à un ou plusieurs maîtres. L'article 16 du Code noir vise précisément les rassemblements et plus spécifiquement toute combinaison de mouvements, toute danse, tout chant, toute musique, en tant que l'ensemble de ces pratiques corporelles sont strictement surveillées et encadrées. Ce que les colons redoutent, c'est la réunion de plusieurs esclaves. C'est le collectif, c'est la communauté reconstituée qui, même si elle ne peut pas parler d'un langage commun, peut agir corporellement en commun. Précisément, ici, c'est le rythme, c'est-à-dire l'acquisition d'un mouvement partagé. C'est l'agir en chœur, l'action à plusieurs, collective, ce qui se substitue quand il n'y a plus de mots et que c'est le corps, en fait, qui produit le langage. Ce qui constitue, au fond, dans la danse, son essence politique, le mouvement en chœur, le mouvement commun, le mouvement partagé. Ainsi, il y a de strictes interdictions et encore des formes de domestication de ces gestes. Seuls les bamboulas sont autorisés. Les bamboulas, terme encore utilisé aujourd'hui en français pour désigner, avec une connotation raciste, les fêtes bruyantes. Ce sont non pas des danses esclaves, les bamboulas, telles que les appellent les colons, mais les danses coloniales, car imposées par les colons et surtout en présence des colons aux populations serviles. Elles sont rythmées par le son d'un tambour appelé bamboula et les esclaves y sont mis en scène. Elles et ils élisent en général une reine et un roi avec l'approbation des Blancs qui sont toujours présents en fait lors de ces danses. La domestication, c'est l'autre mot de l'asservissement. C'est un processus de tous les instants. Elle devient ici une discipline du corps, de chaque geste, de chaque mouvement. Plus encore, la chorégraphie, le mouvement en chœur en tant que politique est complètement dépolitisé puisque ce rythme partagé devient un spectacle pour le seul divertissement du blanc. Et il faut insister sur ce rapport entre domestication et monstration, sur la qualité du spectacle. On fait bouger les esclaves pour les diriger, pour les conduire de façon hétéronome et surtout les blancs regardent. Les blancs sourient, les blancs rient de ce spectacle. Ils se détendent à la vue de leur cheptel épuisé, éreinté, qui doit encore faire le spectacle pour le plaisir du maître. Alors il y a là une distinction fondamentale à faire entre un certain nombre de danses qui relèvent de la discipline des corps et les danses précisément dont je vais parler,
qui sont ces pratiques d'autodéfense, ces techniques martiales. Entre les danses spectacles, il y a une dimension qui est liée à la domestication de la souffrance. Comme l'écrit Saidiya Hartman, la nature spectaculaire de la souffrance noire va de pair avec la dissimulation permanente de la souffrance à travers le spectacle. La société coloniale est une société du spectacle. Faire danser et chanter les esclaves a été encore l'une des techniques les plus quotidiennes de torture larvée. Les mentions dans les archives sont légion en la matière. On fait danser et chanter de force les esclaves sur les bateaux négriers au moment où les esclaves sont sortis des soutes, où la cargaison est mise sur le pont pour prendre enfin l'air au bout de 3 à 4 jours de traversée. Les esclaves sont sortis, on les force en fait à danser et chanter pour éviter les suicides, pour qu'ils bougent alors qu'ils sont enchaînés dans les cales. Encore faut-il que les esclaves puissent sortir des cales, puisqu'ils sont enchaînés, ils sont dans des situations sanitaires et physiques atroces, puisqu'il y a des questions d'asphyxie. Et au moment où ils doivent monter sur le pont, ils n'ont plus la force et sont poussés en fait à bouger. On oblige les esclaves à danser, à chanter pour qu'ils ne meurent pas sur les habitations, et on essaye de lutter par là contre la mélancolie des esclaves qu'on appelle souvent, qu'on retrouve dans les traités de médecine sous le nom de pica. La pica, c'est une maladie qui est prêtée aux esclaves et qui souvent se déclare au moment où les esclaves commencent à manger de la terre. Et dans toute la médecine coloniale esclavagiste, on considère que cette maladie qui s'appelle la pica, en fait, est le signe d'une mélancolie et d'un mal du pays qui mine les esclaves. Pour lutter contre la pica, on oblige encore ces esclaves malades à chanter et à danser. On veut marquer leur corps d'un mouvement imposé, les objectiver comme purs objets de divertissement et aussi les maintenir en vie. Mais il faut aussi noter que les bamboulas sont encouragés par les Blancs, notamment au milieu du XVIIIe siècle, notamment en Martinique, à un moment, en ce qui concerne Saint-Domingue, Martinique et la Guadeloupe, à un moment qui est la période de la guerre de 7 ans, entre les Français et les Anglais. Les bamboulas sont encouragés par les Blancs qui, pensent-ils, favorisant les beuveries et la lubricité des nègres, je cite, pensent pouvoir ainsi accroître leur cheptel. Donc au moment où il y a toute une question qui se développe sur l'intérêt économique que peut représenter ce que les esclavagistes appellent la reproduction du site des esclaves, au moment où la traite négrière est empêchée par les guerres entre empires coloniaux, les danses et les chants sont encore une façon de se faire rencontrer les esclaves dans des purs buts en fait de reproduction. Alors qui regarde aujourd'hui un spectacle ? C'est toute la différence, comme je le disais, entre celui qui regarde et celui qui est vu, et qui va se distinguer en fait de tout un ensemble chorégraphique de techniques corporelles qui se constituent dans l'espace-temps en cercle et non pas comme un affrontement entre un objet qui est vu et un sujet qui regarde. À la différence du cercle agonistique des chorégraphies martiales dont je vais parler, le spectacle relève du folklore. Aujourd'hui, qui assiste au folklore, par exemple, aux Antilles, vient regarder en fait un spectacle antillais. Qui est le spectateur, la spectatrice, qui est montré, qui est rendu à la fois totalement disponible à la prédation visuelle et sonore, objectivé et érotisé comme sujet dominé. Donc il y a toute une réflexion en fait sur l'érotisation, y compris de la domination, dans la notion en fait de rendre de la monstration des corps. C'est tout à fait dans un rapport absolument antagonique, opposé, que se situe la généalogie des danses esclaves telle qu'on peut la reconstituer. Les danses esclaves, telles que je les entends, elles sont pratiquées dans les mornes. Elles sont pratiquées, c'est-à-dire dans des endroits reculés, en général pas sur les habitations. Et c'est la première expression du petit marronnage.
Marronner, c'est se dédomestiquer. Comme l'écrivent les colons, partir en marronnage pour une nuit, pour un mois, pour toujours, c'est, disent-ils, s'ensauvager. Donc les esclaves redeviennent sauvages. Mais en fait, dans la question du marronnage, il y a cette idée d'échapper précisément à toute cette technologie de domestication et toute cette technologie de domestication qui touche en fait les muscles eux-mêmes. À la domestication et à son procès d'enfollement des corps, être rendu fou, être rendu folle, répond le marronnage et son procès d'ensauvagement, ou plutôt de désaliénation. Et donc ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce processus de désaliénation quasiment musculaire que constitue un certain nombre de pratiques physiques, corporelles. Donc ce qu'on retrouve dans les traces de ces archives des dominants, c'est les kalandas. Et là, ce sont précisément tout l'ensemble des danses qui vont être criminalisées pendant la période esclavagiste. Donc les kalandas se déroulent en général la nuit, dans les mornes, et elles sont une scène caractéristique parce que leur disposition est toujours une disposition agonistique, en cercle, qui construit une culture martiale à main nue. C'est-à-dire dans les kalandas, précisément, il n'y a pas de spectateur ou de spectatrice, personne ne regarde. La disposition agonistique en cercle permet que dans le cercle, en fait, ce sont toujours des combattants, des participantes ou des combattantes. Donc il n'y a pas d'extériorité, en fait. C'est les kalandas qui créent une panique blanche. Donc dans toutes les archives, on va avoir la peur blanche face aux kalandas. Je cite par exemple le père Labat en 1772. On fait des ordonnances dans les îles pour empêcher les kalandas, non seulement à cause des postures indécentes et tout à fait lascives dont cette danse est composée, mais encore pour ne pas donner lieu aux trop nombreuses assemblées des nègres qui, se trouvant ainsi ramassés dans la joie et le plus souvent avec de l'eau-de-vie dans la tête, peuvent faire des révoltes, des soulèvements ou des parties pour aller voler. Cependant, malgré ces ordonnances et toutes les précautions que les maîtres peuvent prendre, il est presque impossible de les empêcher, écrit-il. Autre référence, c'est Moreau de Saint-Méry, qui s'est beaucoup intéressé à la danse précisément et qui est l'un des grands théoriciens du système plantocratique et de la théorie raciste qui en dépend. Il écrit en 1801, justement dans son traité sur la danse, les nègres s'y enivrent dans les kalandas d'un tel plaisir qu'il faut toujours les contraindre à finir cette espèce de bal nommée kalanda en envoyant les polices des nègres. Elles ont lieu en plein champ et dans un terrain uni afin que les mouvements des pieds ne puissent y rencontrer aucun obstacle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la deuxième caractéristique, au-delà du cercle agonistique de ces pratiques, c'est précisément le fait du non-empêchement du mouvement corporel, du non-empêchement, ce qui est une exception en fait dans tout l'espace-temps de la colonie. C'est qu'en fait, on soupçonne déjà un pas de danse, un geste, d'être déjà un engagement au combat. À la fin du XVIIIe siècle, de nombreux règlements interdisent les attroupements et les danses martiales nocturnes aux Antilles et en Guyane. L'ensemble de ces pratiques, nommées donc sous le terme kalanda, se retrouve aussi dans quasiment toutes les langues créoles. On retrouve kalanda dans un certain nombre de langues créoles, avec des variantes comme la chica pour Saint-Domingue, la Louisiane et la Guyane. Et en ce qui concerne les mascareignes, notamment Madagascar, Mayotte, la Réunion, l'archive coloniale se réfère au moringue ou moringui, qui est la danse martiale qui va être interdite par le système plantocratique. Donc les kalandas continuent de se tenir effectivement clandestinement la nuit. Elles ont comme première caractéristique le cercle, comme deuxième caractéristique la libération du corps, du muscle dans une certaine mesure, et à l'abri surtout du regard blanc. Ces danses sont constituées de mouvements pugilistiques, rythmés par des percussions et accompagnés par des rituels de magie qui associent des techniques de lutte, bâton, frappe, pied-point, balayage, acrobatie. Et donc on retrouve en fait la description
et aussi dans une mémoire des corps, on peut retrouver ces pratiques, puisque après il est question justement d'aller chercher dans la mémoire vivante en fait de ces pratiques. Et on peut considérer que l'ensemble de ces techniques pugilistiques, chorégraphiques, est héritier d'un savoir-faire martial qu'on peut qualifier de transatlantique, qui est lié au contexte de la traite. On peut retrouver en fait un certain nombre de techniques de combat issues des nations africaines. Principalement, un certain nombre de spécialistes sont d'accord pour considérer qu'on peut retrouver en fait des techniques de base des arts martiaux d'Angola. Mais ces chorégraphies martiales, en fait, au-delà de l'unicité, si vous voulez, et de la continuité des techniques corporelles transatlantiques, sont aussi des chorégraphies martiales qui, dans la libération du corps, ont pour fonction la restauration d'un soi ou d'un nous, ou la constitution d'un soi et d'un nous, et ce qui passe non seulement par une forme évidemment musculaire, mais aussi par des formes de cosmogonie inédites et considérées comme des cosmogonies créoles ou créolisées. En fait, il y a besoin d'une projection et d'une référence mystique dans cette idée que l'ensemble de ces chorégraphies martiales, en fait, ont aussi pour dynamique, je dirais, de constituer une puissance d'agir, de reconstituer une puissance d'agir qui est l'expression d'une puissance de soi. Et dans cette idée-là, il y a le rapport à la restauration d'un univers de sens qui peut se construire, par exemple, dans le cadre de mystiques marronnes, en dehors du monde clos de la plantation, mais qui est aussi constitué d'un certain nombre de mystiques liés aux cultures et histoires d'origine, et aussi au territoire même des îles à sucre. Par exemple, un certain nombre, notamment d'anthropologues, ont retrouvé en fait à la fois dans les archives, mais aussi de façon archéologique, des objets de culte des esclaves qui en fait correspondaient certainement à des amulettes des cultures amérindiennes antécoloniales. Et il faut savoir que par exemple dans l'assignation des esclaves, par exemple au travail de la terre, le fait de travailler une terre qui était occupée par des nations qui ont été exterminées, dans cette terre en fait se trouvaient des objets des cultures antécoloniales et qui ont été réappropriés par les esclaves. Et du coup, il y a la constitution, y compris de nouvelles cosmogonies ou de cosmogonies créolisées, inédites, qui reprennent des objets de culte qui sont là également, indépendamment des objets de culte en fait, ou des traditions mystiques qui viennent du continent africain. Donc ces amulettes retrouvées dans la terre par les esclaves, ce sont notamment les amulettes amérindiennes disparues et qui, à un moment donné, reprises dans ces cosmogonies serviles, vont être ravivées, en fait, ramenées à la vie. Alors, dans toute cette question de l'articulation entre chorégraphie, c'est-à-dire production en fait, de techniques à la fois dansées, mais qui relèvent de danse de combat, et de cosmogonie de la puissance, évidemment ce qui représente la caractéristique la plus importante dans les archives et qui est aussi ce qui représente, ce qui focalise la terreur des colons blancs, c'est le vaudou. Moreau de Saint-Méry, à propos de Saint-Domingue, décrit une culture finalement syncrétique de l'autodéfense esclave, et c'est précisément par son syncrétisme, le fait que cette culture de l'autodéfense esclave soit faite de tout et de choses apparemment hétérogènes, de danse, de cosmogonie, de chant, de rythme, de technique martiale à proprement parler. C'est précisément cette dimension syncrétique qui rend, au fond, les techniques, la dimension martiale ou la puissance martiale des esclaves effrayante. Il écrit le Kalanda et le Chika, donc là sur Saint-Domingue, ne sont pas les seules danses venues d'Afrique dans la colonie. Il en est une autre que l'on connaît depuis longtemps, principalement dans la partie occidentale, et qui porte le nom de vaudou. Mais ce n'est pas seulement comme une danse que le vaudou mérite d'être considéré, écrit-il, ou du moins il est accompagné de circonstances
qui lui assigne un rang parmi les institutions où la superstition et les pratiques bizarres ont une grande part. Moreau de Saint-Méry continue, il écrit « Selon les nègres Arada, qui sont les véritables tenants du vaudou dans la colonie et qui en maintiennent les principes et les règles, vaudou signifie un être tout-puissant et surnaturel dont dépendent les événements qui se passent sur ce globe. » Donc la référence au vaudou dans l'historiographie coloniale nous permet au fond de mieux cerner la diversité et l'intrication des techniques de combat esclaves qui ont consisté à invoquer, capter, incorporer une force naturelle et spirituelle dans le but en fait de se défendre face au système esclavagiste. Donc c'est vraiment cette idée aussi que la mystique, elle est liée à une forme de restauration de la vie en fait, quant à des corps qui sont évidemment dans des situations de mort absolue. Mais perçues par les colons, les militaires et les missionnaires comme des techniques de lutte rendues par le vaudou redoutables, en raison même des rituels de sorcellerie, qui sont des rituels par exemple d'invincibilité, des savoirs ésotériques de l'autodéfense, comme des savoirs qui relèvent aussi d'un savoir de soin de soi, parce qu'en fait toutes les techniques et les danses et les cosmogonies esclaves sont aussi des médecines qui relèvent aussi d'une médecine propre aux esclaves. L'ensemble de justement de ce syncrétisme vital est considéré par les Blancs comme des pratiques démoniaques, agressives, d'une brutalité extrême et venue d'un autre monde. Donc c'est cette idée vraiment de l'au-delà en fait. Quand on parle de la mort des esclaves ou du statut de mort-vivant par exemple, c'est aussi prendre la mesure de cette vie au-delà de la mort et des mouvements même corporels au-delà de la mort. Qu'est-ce que ça signifie soigner, restituer la vie, ranimer un corps, un muscle, lorsque précisément votre statut existentiel est celui du mort-vivant. Donc les danses et les combats qui constituent l'ensemble de cette autodéfense relèvent précisément en fait des techniques vitales de survie. Et en ce qui concerne les Antilles francophones, Madagascar et les Mascareignes, enfin, la Réunion et l'actuelle île Maurice, donc en ce qui concerne les Antilles, on a notamment pour la Guadeloupe un certain nombre de techniques dont on peut reprendre, en fait, dont on peut trouver des bribes dans les archives. Donc pour la Guadeloupe, on a justement l'ensemble des danses sont aussi répertoriées dans des techniques plus modernes, plus contemporaines, et vont se retrouver dans notamment des techniques martiales à proprement parler, comme le cocoyer. Pour la Martinique, on va avoir tout un développement du damier ladja, et dont je parlerai jeudi, parce que Catherine Dunham, justement, a un magnifique film sur le ladja en Martinique, et a laissé une des traces, en fait, une des rares traces filmées du ladja dans les années 50. Donc, et de cette pratique qui est d'ailleurs criminalisée par le gouvernement, enfin l'État français. En ce qui concerne donc, ces techniques, on va avoir le maloyer pour les Mascareignes. On va avoir également, j'ai cité tout à l'heure pour la Martinique, une technique martiale qui s'appelle le wolo ou l'ibo, qui est une technique de combat aquatique où les combattants, par exemple, attachaient des lames à leurs pieds et qu'on peut retrouver dans certaines techniques martiales héritières des cultures esclaves, et même à terre avec l'attachement en fait, d'armes sur les jambes et non pas sur les bras, par exemple. Donc ces cultures en fait, de l'autodéfense, elles sont liées encore une fois à des cultures rattachées en fait, à la fois à des chorégraphies, à des cosmogonies et à des techniques de combat à proprement parler. Or, ces techniques de combat, ou en tout cas ces pratiques, on va dire, corporelles, sont des techniques d'entraînement, sont toutes des techniques d'entraînement au combat. On a une sorte de technique totale d'entraînement. C'est pour ça que je vais appeler à la fois ces chorégraphies, cette médecine, cette cosmogonie, ces techniques martiales à proprement parler, je vais les appeler plutôt ce qu'on pourrait référer à une ascèse martiale et qui comprend à la fois la danse, la musique,
les techniques que je viens de citer. En fait, elles sont codifiées comme une ascèse martiale parce qu'au fond, elles relèvent tous de la question de l'entraînement au combat. La martialité s'élabore dans et par une phénoménologie du corps dansant, une expérience du corps en mouvement, une mystique qui s'exprime par un certain nombre de rituels, mais aussi qui va développer une ascèse à proprement parler, une pratique de soi, une éthique de soi. Elles semblent toutes être caractérisées par une pratique ou l'incorporation d'un savoir-faire tactique. L'importance, par exemple, donnée à la question de la ruse, d'une maîtrise du combat, la question de combats qui sont de mouvements corporels qui doivent à la fois être exercés, mais qui n'ont ni règles, qui sont sur des mouvements, par exemple, polyrythmiques, qui usent de tous les coups, qui simulent, qui feintent, qui évitent, qui trompent, qui attaquent. Donc on a l'idée vraiment de cette idée de pratique en fait de soi, mais qui est toujours sur un savoir-faire tactique du combat et de la préparation au combat. La défense n'est pas seulement réduite à un ensemble de coups efficaces, mais elle relève d'une intelligence opportuniste, du combat réel, du combat vital, qui rend possible le mouvement dansé permanent. C'est-à-dire l'idée d'être constamment sur le qui-vive, par exemple, d'être constamment sur ses gardes, d'être constamment en mouvement pour maintenir, en fait, pour maintenir sa survie. L'idée de la rixe aussi consiste à imposer un espace-temps différent à son adversaire ou à son ennemi. Ne jamais rentrer dans la temporalité de l'ennemi. S'extraire, par exemple, de l'espace-temps de la colonie ou du système plantocratique, c'est imposer une nouvelle cadence, détruire, en fait, la rythmique, détruire plus exactement la temporalité esclavagiste au profit d'une cadence polyrythmique du combat qui doit être en fait un mouvement inédit. Donc l'idée de cette question du cercle, ce qui a beaucoup été étudié par exemple évidemment par l'ensemble de la communauté chorégraphique, mais aussi par un certain nombre d'anthropologues ou de penseurs, de philosophes de la danse, cette idée justement de la transe, de l'entrée dans un autre univers de sens, dans un autre univers de rythme. C'est cette idée vraiment de sortir, enfin de marronner, y compris, c'est des formes de marronnage rythmique par rapport à la colonie. Donc c'est toutes ces dimensions qui ont participé à créer ce syncrétisme de l'autodéfense et qui a effectivement mêlé plusieurs traditions, plusieurs cultures et qui constitue une ascèse corporelle, une ascèse martiale, une mystique du combat. Alors, sur l'ensemble de encore une fois, de ces techniques, je vais finir sur ce sens à donner aux chorégraphies de la puissance, héritières donc, de ces traditions liées, descendantes des esclaves et des cultures esclaves. Donc, sur ces chorégraphies de la puissance, on pourrait considérer, effectivement, on pourrait les interpréter, ou je les interprète, comme des préparations au combat, des ascèses martiales. Et l'idée, en fait, encore une fois, est de remettre en mouvement chaque nuit ce corps, de remettre en mouvement, de raviver les muscles, alors qu'on se trouve dans une posture de damnation. Il y a un écho très fort, en fait, par rapport à la description que fait Fanon dans Les damnés de la Terre, où Fanon va précisément penser, du fait de l'extrême violence du système colonial, l'idée que d'abord l'une des premières caractéristiques de la condition de damné et en même temps l'une de ses premières échappées, c'est l'idée d'un fonctionnement complètement onirique, fantasmatique de l'action. Le colonisé, du fait de l'entravement permanent de son corps et de ses mouvements, rêve chaque nuit qu'il saute, qu'il court, qu'il marche, qu'il déploie son corps, mais c'est une sorte de projection fantasmatique en fait, qui est l'inverse de la situation diurne qui lui est faite, c'est-à-dire dans un empêchement, un retranchement de chaque mouvement. Alors Fanon considère que c'est des formes, finalement, c'est à la fois ce qui caractérise la damnation, mais ce qui est aussi une forme
d'épuisement des corps, finalement, dans cette projection onirique, dans ce fantasme de pouvoir bouger. Précisément, le corps demeure dans une forme de morbidité, enfin d'empêchement absolu. Or, on peut considérer que ces formes, en fait, y compris de projection, relèvent d'une sorte de ressentiment martial, un ruminement musculaire, et précisément une préparation au combat. Dans toutes les traditions martiales d'autodéfense, on considère que le muscle empêché, le corps maintenu et la projection que l'on peut avoir sur ce que l'on peut faire, sur la ruse que l'on peut développer pour se défaire, pour se débattre, pour se défendre, sont encore une forme d'entraînement, sont encore le signe d'un corps qui résiste. Le colonisé attend patiemment que le colon relâche sa vigilance pour lui sauter dessus, écrit Fanon. Et effectivement, dans cette attente, il n'y a pas seulement une forme d'empêchement et de projection, de déréalisation du mouvement, il y a aussi un véritable ruminement musculaire. Toute la violence coloniale a un effet tétanisant ou un effet disciplinaire, et précisément toutes les techniques de libération jouent à la fois d'une libération explosive des corps, mais aussi d'un entraînement lié au fait que le corps est maintenu à tout instant. Alors si pour Fanon, la tension musculaire, en fait, elle se décharge dans un premier mouvement dans des échappées oniriques, comme je viens de le dire, elle se libère aussi pour Fanon dans des luttes fratricides, ou, je le cite, dans des danses plus ou moins extatiques. C'est cité comme une forme de conversion négative pour Fanon. Finalement, c'est précisément chez Fanon l'entrée dans la lutte de libération qui va véritablement, authentiquement convertir, réorienter cette violence empêchée, fantasmée, projetée en violence réelle. En même temps, il se peut, donc on pourrait dire, peut-être pour dévier ou pour poursuivre Fanon, mais pas exactement dans la même direction, on peut considérer que la nouvelle orientation opérée par la lutte de libération, en tout cas que les moyens pour ces techniques en fait de se réorienter, on peut faire l'hypothèse que les simulacres d'un corps agissant, les rêves de combat, les transes, les chorégraphies en fait, qui encore une fois simulent le combat mais n'entrent pas dans le combat, sont aussi des formes de propédeutique de l'affrontement, sont aussi des formes de préparation, de combat imaginé, de combat dansé, qui sont en fait des formes d'autodéfense psychique et d'entraînement corporel et musculaire, des formes de visualisation anticipatrice du basculement de soi-même dans la violence défensive. Donc c'est une façon en fait de redonner une forme de positivité à l'ensemble de ces pratiques corporelles. Alors, pour finir, les cultures, en tout cas, il est très difficile de passer des traces de ces cultures martiales, de ces chorégraphies, de l'ensemble de cet héritage. Il est très difficile de faire un passage entre l'archive coloniale à proprement parler et ensuite la période contemporaine. C'est-à-dire il y a tout un pan de la généalogie qui est très compliqué à faire. D'une part parce que les archives, par exemple celles au XVIIIe siècle, sont très nourries en fait, non seulement par les administrateurs, mais aussi par des journaux, des colons, par des médecins, par des voyageurs. Et même si elle reste évidemment l'archive des dominants à partir de laquelle il faut retrouver des traces pour faire une généalogie des résistances, il n'empêche qu'il y a beaucoup de mentions à ces pratiques martiales. Du fait, encore une fois, je le disais, la peur des révoltes fait qu'il y a une attention toute particulière. Les colons ont peur et même s'ils s'autoglorifient, ils notent en fait l'ensemble de ces gestes. À partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, on a du mal à retrouver en fait une trace, et c'est presque dans la mémoire des corps que l'on peut retrouver en fait, refaire la généalogie en fait de ces pratiques. Et je pense notamment à la façon dont un certain nombre de ces pratiques, en fait, ces danses martiales sont pratiquées aujourd'hui dans les cultures afrodescendantes.
En tout cas, la dernière chose finalement sur laquelle je voudrais insister, c'est que l'émergence de ces cultures martiales, de chorégraphie du combat, clandestine, polysémique, relève effectivement d'une forme de généalogie, enfin doit appartenir à une généalogie des résistances, mais elle montre, en tout cas, elle est toujours en tension. Si je veux rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Fanon, il y a aussi l'idée que se pose la question, en tout cas pour un certain nombre de philosophes ou de chercheurs qui travaillent, de chercheuses qui travaillent sur ces cultures de la résistance, il y a l'idée qu'elles sont aussi le signe d'un empêchement, ou en tout cas de ce qu'on pourrait dire l'idée que l'une des techniques les plus efficaces de la domination a été toujours de différer l'affrontement réel. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment des gestes, enfin, des techniques, des dispositifs de violence crasse directement sur les corps des hommes, des femmes, des enfants mis en esclavage, quotidienne, permanente, mais l'affrontement en tant que tel, le corps à corps ou le soulèvement collectif du fait de ruminer en fait l'affrontement, lui est constamment différé par l'administration coloniale. Il y a une violence crasse, brutale, létale du colonialisme, mais s'ajoute à cette violence une technique plus subtile, celle qui organise l'impossibilité de l'affrontement, ou plus exactement qui rend forcément le corps à corps ou le soulèvement toujours de façon diachronique, impossible, toujours en décalé en fait. Le contexte colonial a comme contraint les esclaves à la création de scènes d'affrontement détournées, déplacées, figurées. Alors une des thèses d'un spécialiste de ces cultures de la résistance, qui s'appelle Burton, va expliquer qu'il y a précisément une sorte ce détournement va se faire par des cultures artistiques. Comme si, du fait de l'impossibilité de l'affrontement sociopolitique, il y a l'idée d'une ruse, en fait, qui passe par une culture de la résistance et culturelle, en tout cas des pratiques de résistance culturelle ou par des pratiques d'affrontement à un degré artistique. Mais en même temps, ce n'est pas exactement satisfaisant, parce qu'une des critiques qui a été faite à Burton, ça a été précisément de distinguer de façon trop marquée ce qui relèverait du culturel et de l'artistique et ce qui relèverait du politique, ce qui est problématique dans cette idée que du coup l'un serait forcément exclusif de l'autre. Une autre pensée qui peut être utile ici, c'est l'idée que ces combats déportés, reportés, ces joutes imaginées qui au fond constituent une culture afrodescendante, on peut aussi considérer que, avec une autre lecture qui est celle de James Scott notamment, on peut aussi considérer que non pas opposer résistance culturelle et artistique et au fond impossibilité de l'affrontement social et politique, mais on peut considérer que dans ces pratiques, il y a un continuum, mais en revanche qu'il y a un texte public et un texte caché. Et ça, c'est l'opposition de James Scott. Pour comprendre les résistances, il écrit « Tous ceux qui, au cours de l'histoire, ont connu la servitude, que ce soit les intouchables, les esclaves, les serfs, les captifs, les minorités traitées avec mépris, la clé de la survie, de loin, pas toujours maîtrisée, a été de ravaler sa bile, d'étouffer sa rage, de dominer l'impulsion de violence physique. C'est cette frustration de l'action réciproque systématique dans les rapports de domination, la frustration de l'action réciproque, qui peut nous permettre de mieux appréhender le contenu du rapport caché. À son niveau le plus élémentaire, écrit Scott, le rapport caché représente une forme de réalisation fantasmée. Et parfois, dans le cadre même de pratiques, de la colère et de l'agression en retour interdite par la présence de la domination. Donc l'idée, en fait, c'est le texte caché, c'est ce fond de colère, de violence, de pratiques politiques de résistance, de violence qui affleure. Et le texte public va être une retraduction, en fait, mais aussi qui relève d'une forme d'autodéfense et d'autodéfense de survie. Donc, au fond, ce qu'on pourrait dire à partir de Scott,
c'est l'idée de l'impossibilité de l'action réciproque. Ça, c'est une caractéristique d'un système de domination. Empêcher l'action réciproque, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas précisément d'adversaire à un niveau symétrique. Donc, l'impossibilité de l'action réciproque oblige pour un temps à reconstituer des conditions idéales ou partielles de cette action. Et là, on trouve justement l'idée que, puisque l'action totale n'est pas possible, on reconstitue au moins une action dans des conditions idéales ou partielles. On pourrait même dire qu'on peut reconstituer les conditions de cette action à un autre niveau que celui qui est l'affrontement total ou collectif, mais à un niveau aussi peut-être individuel, corporel, voire musculaire en fait. On s'oppose presque dans un mouvement, dans l'idée d'un geste martial qui ravive un muscle, indépendamment de qui il y a en face, ou est-ce que ça frappe ou pas. En fait, vous êtes entré dans une forme de combat, mais à un niveau musculaire qui n'est pas seulement soi avec soi-même, mais qui est soi précisément avec un système qui empêche ce mouvement de se déployer. Donc le combat différé contre l'oppresseur peut, dans une certaine mesure, se penser à plusieurs niveaux et selon plusieurs modalités. Mais du coup, effectivement, on a un double effet et une forme d'ambivalence de l'ensemble de cette culture en fait, de la martialité, de ces chorégraphies de la puissance. C'est que l'idée, c'est la tension, en fait, il y a des pratiques d'autodéfense, par exemple, ces cultures de l'autodéfense relèvent de survie au jour le jour, au corps à corps, et aussi de constitution d'un corps, enfin d'un sujet collectif via des rythmiques ou des chorégraphies martiales. Mais elles sont en tension permanente, car dans une certaine mesure, si nous dansons comme des combattantes, des combattants à la veille de la révolte, c'est aussi que cette révolte est constamment remise à demain, en permanence différée par le pouvoir dominant. Et donc, dans une certaine mesure, danser en combattante, c'est précisément se tenir constamment prêt, s'exercer musculairement, communier dans sa chair, parce que demain, je devrais porter le coup. Donc voilà, il y a cette tension permanente entre le fait que le combat est constamment remis à demain et en même temps cette préparation permanente qui est aussi une forme de réalisation, déréalisation. C'est cette ambiguïté, cet entre-deux, cet entre-là du politique qui se joue dans la chorégraphie et dans la martialité, entre chorégraphie et martialité, ou dans la martialité chorégraphiée. La rumeur de la révolte n'en finit pas de gronder, alors je danse, mais cette rumeur, je la convertis en rythme ascétique, en technique martiale, finalement en ascèse martiale, et en dansant, je me soulève déjà. Voilà, merci beaucoup.